Le Pakistan a poussé l'Iran à trouver enfin un moyen de riposter face aux assassinats de ses plus hauts dirigeants, générés par l'intelligence artificielle. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous tireront leurs propres conclusions, rien qu'en entendant cette phrase. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin et c'est une édition spéciale de Transition Protocol, parce qu'on a quelque chose de vraiment important à aborder. Pour parler des événements majeurs de ces derniers mois qui ont conduit à des développements très significatifs en Asie de l'Ouest, j'ai avec moi deux très bons amis, Larry Johnson et Pepe Escobar. Et s'il vous plaît, si vous appréciez notre travail, soutenez-nous et abonnez-vous. Ça nous aide énormément à continuer. Et maintenant, place à Larry Johnson. Je dois assumer tout ce travail énorme et en plus parler avec Pepe. Vous savez, Pepe et moi, on passe notre temps à se courir après, juste parce qu'on aime s'asseoir et discuter, pour partager avec vous ce qui se passe. Franchement, si vous nous aviez demandé il y a 2 mois si on pouvait imaginer que le Pakistan jouerait un rôle de premier plan pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, eh bien, on vous aurait dit, d'accord, il va falloir faire un test de dépistage maintenant pour vérifier si vous n'avez pas consommé quelque chose d'illégal avant de dire un truc pareil. Mais en réalité, c'est bien ce que c'est devenu. Le Pakistan agit en coulisses avec tout le soutien et l'encouragement de la Chine. Et vous savez, je pense que cette relation dans son ensemble n'est pas vraiment comprise ni pleinement reconnue en Occident. Ils ont fait des avancées considérables, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan militaire et même dans le domaine du renseignement. Par exemple, CNN a rapporté hier l'histoire des drones Méduse. Le pilote, le numéro 2, celui qui était à l'arrière du F-15, abattu en Iran, au sud d'Ispahan, il y a environ 2 mois, a dit avoir vu ces drones se déplacer de manière coordonnée et apparemment jouer un rôle dans la destruction de l'appareil. Eh bien, quel pays au monde est connu pour faire ça? Ah, ce serait la Chine. Quiconque a déjà regardé leur célébration du Nouvel An, que ce soit le Nouvel An occidental ou le Nouvel An chinois, a vu ces incroyables spectacles de drones, tous parfaitement synchronisés, plus de 1000 drones qui bougent à l'unisson. Oui, ils ont vraiment perfectionné cette technologie. Et maintenant, ils l'ont amenée sur le champ de bataille. Ils ont aussi fourni à l'Iran des missiles utilisés contre des installations américaines sensibles qui ont été détruites. Donc la Chine joue un rôle en coulisses. Et ceux qui apparaissent en première ligne, ce sont le gouvernement du Pakistan, le Premier ministre Sharif, et surtout le général Munir. Et pour ceux qui nous écoutent, vous savez, on reconnaît qu'il y a des problèmes. Certains connaissent le général Munir et le MADCON. C'est comme ça, tout simplement. On n'est pas là pour s'ingérer dans les affaires internes du Pakistan. Pepe et moi, on pense tous les deux que c'est un peu comme un couple en plein conflit dans un mariage difficile. On ne s'en mêle pas. On les laisse régler ça entre eux. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on se contente de rapporter ce qui se passe. Mais ce qu'on a vu en ce moment, et ça s'est bien montré, je trouve que dimanche dernier a été très important sur 2 plans. D'abord, la médiation entre les États-Unis et l'Iran, où il y a eu de réels progrès, malgré les propos offensants obscènes et les menaces de Donald Trump. Mais en même temps, la réunion du Caire, encore une fois organisée par le gouvernement du Pakistan, cette fois avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères, ainsi que les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Turquie et d'Arabie saoudite, tous se sont réunis pour reconnaître cette nouvelle architecture de sécurité dont Vladimir Poutine avait parlé au ministre iranien Arakchi il y a environ 2 mois. Et 1 semaine plus tard, Arakchi est à Pékin
en discussion avec Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, et il parle lui aussi d'une nouvelle architecture de sécurité. Donc, clairement, c'est une extension de ce que la Russie et la Chine préparent en coulisses. Le Pakistan, en réalité, joue le rôle de vitrine dans cette affaire. Et ce que nous voyons en ce moment, il faut vraiment le souligner, c'est un changement historique dans l'ordre mondial. Vous ne mesurez peut-être pas encore toute la portée de ce qui se passe, mais c'est majeur et cela se déroule sous nos yeux. Absolument, Larry. Et le lien avec ce que la Russie et la Chine discutaient et qu'elles planifiaient depuis longtemps pour l'ensemble de l'Eurasie, eh bien, on le voit maintenant se concrétiser en temps réel dans cette connexion entre l'Asie de l'Ouest et l'Asie du Sud. Le Pakistan joue ici un rôle clé parmi les nations d'Asie du Sud, en offrant une sorte de parapluie sécuritaire et en contribuant à une nouvelle architecture de sécurité pour la majeure partie de l'Asie de l'Ouest, au moins pour la plupart des pays du CCG. Les Émirats arabes unis, eux, sont pour l'instant hors du jeu parce qu'ils ont, dès le départ, misé sur le mauvais cheval. Donc on a maintenant en phase ces 4 premières nations sunnites qui se sont d'abord réunies à Islamabad. C'était tout au début, avant même qu'on envisage une rencontre à Islamabad où l'on avait Ghalibaf d'un côté et J.D. Vance de l'autre. C'était la première réunion de ce quatuor, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte. Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The next day, Pakistan's foreign minister Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan a pris l'avion pour Pékin afin d'expliquer à Wang Yi ce qui s'était passé. Et les Chinois, bien sûr, ont commencé à se coordonner en coulisses. Bon les gars, il faut creuser un peu plus. Là, c'est pas suffisant. De tout ça est née la première réunion d'Islamabad, qui, comme on le sait, a fini par dérailler. Mais elle a ouvert la voie à la possibilité d'une autre rencontre. Elle devait avoir lieu à Genève. Finalement, c'est à Bürgenstock, le week-end dernier, que ça s'est tenu. Et tout a été médié par le Pakistan, avec l'aide du Qatar. Ils travaillaient sur 2 fronts différents. Le Pakistan s'occupait du volet politico-militaire et le Qatar du volet financier, parce que les fameux 6 milliards puis 12 milliards de dollars de fonds iraniens gelés sont dans des banques qataries. C'est là que le Qatar entre en jeu. Et bien sûr, derrière tout ça, les Chinois, sans dire un mot, sans bouger le petit doigt, se contentent d'observer le cours du fleuve, de tout regarder. Parce que tout cela fait partie de leurs relations stratégiques à la fois avec le Pakistan et avec l'Iran. C'est là qu'intervient l'initiative des nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative. Ce sont 2 partenaires essentiels dans le grand concept de la politique étrangère chinoise du XXIe siècle, qui peut se résumer à « faisons du commerce avec tout le monde ». C'est exactement ça, le cœur du projet Berry. Et il n'est pas étonnant que pour la plupart des pays du monde, la Chine soit le partenaire numéro 1. Dans les 10 pays d'Asie du Sud-Est, où j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie, tous ont la Chine comme premier partenaire commercial. La Chine est aussi l'un des principaux partenaires commerciaux de tous les pays d'Asie centrale et l'un des partenaires clés de l'Iran. Il entretient une relation stratégique avec l'Iran, tout comme il en a une avec le Pakistan. Donc ce que Larry vient d'annoncer, et il a raison sur le terme, c'est un véritable bouleversement géopolitique au Moyen-Orient. Et ce bouleversement fait partie d'un changement encore plus large en Eurasie, dans une zone cruciale du continent, où, il y a à peine 3 mois, on pensait que tout était joué, que les États-Unis allaient garder le contrôle pour toujours. Eh bien non, pas du tout. Et c'est l'un des résultats les plus importants de cette guerre, un point qu'il faut répéter encore et encore. Ça a été une défaite stratégique majeure pour les États-Unis, parce qu'ils n'avaient même pas de plan B ou C. En réalité, ils n'avaient pas de plan A dès le départ. Et Larry pourrait en parler pendant des heures, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Et le Moyen-Orient en voit aussi les effets.
the results, and West Asia is reaping these results. So what we saw in Burgenstock, Ce qu'on a vu à Burgenstock et ce qu'on va voir ce jeudi ou vendredi, c'est que le Premier ministre du Pakistan et le général Munir vont s'envoler pour Riyad afin de rencontrer MBS en face à face et passer à la prochaine étape de leur pacte militaire. En gros, ça veut dire « D'accord les gars, maintenant, c'est vous qui allez gérer le parapluie sécuritaire pour l'Asie de l'Ouest, pour nous, l'Arabie saoudite et pour d'autres membres du CCG qui pourraient être intéressés. Le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, ils vont finir par s'y mettre, mais ça prendra quelques mois. Et bien sûr, ce n'est pas une démarche hostile envers l'Iran, parce que tout ça a déjà été discuté avec Téhéran, puisque le Pakistan joue le rôle de médiateur pour l'Iran. Le fait que le président Poutine, plus tôt cette semaine, pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre, le 28 février, ne se soit pas rendu dans une capitale européenne neutre. Ce n'était pas à Pékin, non. C'était à Islamabad, où M. Zikri nous raconte comment il a été accueilli comme un héros, comme un frère, comme l'un des leurs. Ce n'est pas seulement les salves d'honneur à l'aéroport, les avions de chasse qui survolent la ville, ou la réception donnée par Sharif, et tout le reste. C'est surtout la manière dont il a été reçu, et la façon dont il a tenu des réunions bilatérales et multilatérales à Islamabad, en abordant tous les sujets, y compris un point très très important pour le Pakistan. Et enfin, l'un des grands feuilletons de ce que j'ai appelé, il y a des années, le Pipelineistan, un feuilleton qui continue d'évoluer, le gazoduc Iran-Pakistan. Cette fois, tout semble réuni pour que ce projet aboutisse enfin. Et le Pakistan en a besoin. Les gazoducs, en général, restent comme des cordons ombilicaux entre les nations. Donc en termes de dividendes de paix, un pipeline qui relie des pays, c'est pratiquement imbattable. Et ça en fait partie. Donc, il ne s'agit pas seulement de sécurité. Il s'agit aussi d'énergie et des conséquences de la nouvelle route de la soie. Au Pakistan, par exemple, il participe à l'un des plus grands projets de cette initiative, le corridor économique Chine-Pakistan. Mais c'est aussi le cas pour l'Iran, avec par exemple la ligne ferroviaire Chine-Iran, construite et financée par les Chinois. C'est un corridor terrestre essentiel qui relie l'Iran à la Chine en passant par l'Asie centrale. Mais désormais, l'Iran peut aussi compter sur le Pakistan comme autre voie de connexion vers la Chine. Et ce que tu évoquais à propos de Chabahar, il y a quelques minutes, Larry, c'est l'un des aspects les plus fascinants de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Gwadar, le port situé sur la mer d'Arabie, au Pakistan, dans la province du Baloutchistan, se trouve à seulement 80 km de Chabahar, qui lui est en Iran, dans le Sistan-Baloutchistan. J'étais là-bas l'année dernière, quand on tournait notre documentaire sur le corridor international de transport nord-sud. Les autorités du port de Chabahar me faisaient visiter les lieux. Elles m'ont dit « Vous voyez ces grues là-bas ? Elles ont été amenées par les Indiens, par exemple. L'Inde est très présente ici. Ils ont investi sur place. Et puis, en regardant autour de moi, j'ai vu 2 pétroliers chinois. Alors je leur ai demandé, « Mais les Chinois viennent aussi ici ?» Ils m'ont répondu, « Oui, ils préfèrent aller à Bandar Abbas, le grand port du golfe Persique, mais ils viennent aussi ici. » Donc tôt ou tard, on verra de plus en plus de cargaisons chinoises arriver à Chabahar et encore plus d'investissements chinois. Pour les Iraniens, l'idée c'est de transformer Chabahar en une sorte de réplique de Shenzhen en Chine. C'est le même principe. Port franc, zone franche, et on peut commercer avec tout le monde. Donc tout ça après la fin, enfin je ne dirais pas la fin. Disons plutôt après. Je crois que Larry pourrait me corriger. Après la pause actuelle, celle du protocole d'accord, n'est-ce pas? La pause actuelle. On ne sait jamais vraiment où tout ça va mener. Mais l'interaction géoéconomique entre l'Iran, le Pakistan et la Chine peut se développer sans limite. Et bien sûr, plus tard, dans une 2e puis une 3e phase, il y aura des investissements des pays du Golfe,
surtout de l'Arabie saoudite par exemple, aussi à l'intérieur de l'Iran, et tout cela négocié par le Pakistan. Ce qu'on voit, c'est une interconnexion de tous ces acteurs clés, de l'Asie de l'Ouest à l'Asie du Sud, qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 3 mois. Oui. Tu vois, l'autre chose à garder en tête, c'est que si tu regardes depuis l'Occident, Fox News, et que tu écoutes Donald Trump, eh bien on a l'impression qu'il contrôle tout, qu'il tient les Iraniens à la gorge, qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux États-Unis, et que le pétrole coule à flot depuis le Golfe Persique. Tout ça, c'est faux. Il y a quelques sites en ligne que tu peux consulter. L'un d'eux s'appelle marinetraffic.com. Quand tu vas sur marinetraffic.com, tu vois en temps réel quels navires sont là, lesquels bougent et vers où ils vont. Et ce qui est fascinant, c'est que les navires, il y en a très peu qui entrent dans le Golfe Persique, déjà. Et il y en a peut-être une douzaine qui en sortent en direction de la Chine, de Singapour et de l'Inde. Oui, donc c'est l'Asie. Aujourd'hui, le reste des pays d'Asie du Sud-Est souffrent encore énormément. C'est le premier point. Trump affirme que 19 millions de barils de pétrole ont été écoulés. Il essaie, mais Trump a un problème avec le pétrole. Et ce problème, on peut le résumer à un choix. Produire du diesel ou produire du carburant pour l'aviation. Le brut lourd qui vient du Golfe Persique et la perturbation de ces 20% de l'approvisionnement mondial ont eu un effet spectaculaire partout dans le monde. Ça a réduit la quantité de carburant disponible pour fabriquer du diesel et du kérosène. Si on revient à avant le 28 février, avant le début de la guerre du Ramadan, à ce moment-là, on pouvait dire qu'il y avait un certain niveau de demande mondiale pour le diesel et un certain niveau de demande pour le carburant d'aviation. Quand les raffineries reçoivent un baril de pétrole, elles ne se disent pas « bon, on va faire 60% de diesel et 40% de carburant d'aviation ». Non, ils doivent faire un choix. Soit ils produisent du diesel, soit ils produisent du carburant pour l'aviation. Pas les deux en même temps. Donc ils essaient de répondre à la demande et de garder un certain équilibre. Quand la guerre a éclaté, tout à coup, le besoin en carburant d'aviation a explosé. L'utilisation intense de ce carburant pendant les 40-45 jours qui ont suivi, en réalité ça a duré près de 4 mois, a fait bondir la demande. Et pendant ce temps en Occident, surtout aux États-Unis, ils ont commencé à puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Un expert en énergie que je respecte m'a dit que les États-Unis n'avaient plus que 2 semaines de réserve. Et à ce moment-là, les consommateurs américains vont se retrouver face à un choix. Soit il y aura moins de diesel pour faire rouler les gros camions qui livrent la nourriture au supermarché, soit il y aura moins de carburant pour les avions civils. En ce moment, il n'y a tout simplement pas assez de pétrole sur les mers pour être livré aux raffineries, puis raffiné à temps pour produire le diesel ou le kérosène nécessaire. C'est donc l'un de ces éléments spectaculaires en coulisses sur lesquels Donald Trump n'a aucun contrôle. Et même si une flotte entière de navires arrivait soudainement dans le Golfe Persique, ça ne changerait rien. L'autre chose à garder en tête, c'est qu'il y a un obstacle. Tous ces navires qui sont restés à l'arrêt pendant 4 mois, ils ne sont plus prêts à être simplement remplis de pétrole et à repartir en mer. Il va falloir faire un peu de maintenance, prêter attention aux détails pour les remettre en état de naviguer. Et puis en plus de ça, l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas beaucoup de navires arriver là-bas, c'est la question de l'assurance. Tant qu'il y a une menace de mine et que le département américain de la Défense dit qu'il faudra jusqu'à 6 mois pour les enlever, les compagnies d'assurance comme Lloyd's de Londres ne vont pas couvrir les navires qui traversent ces eaux. Donc c'est l'un de ces éléments de fond où en réalité l'Iran garde encore la main sur la situation.
Monsieur Z? Mr. Z? À ce stade, c'est un bon moment pour le faire. J'aimerais que l'un de vous, peut-être toi, Pepe, ce serait bien que ce soit toi, nous donne un peu de contexte sur la façon dont l'Iran en est venu à devenir un fournisseur net de sécurité pour l'Irak, dès le début de la guerre, alors même que l'Iran était frappé jour et nuit. Eh bien, nous sommes tombés sur une information extrêmement sensible, ce qui nous empêche de vous donner tous les détails technologiques de ce qui se passe réellement. Alors, on va l'annoncer à la manière chinoise. On peut utiliser des métaphores, des images, des figures de style, ou même un peu de dissimulation. Bref, être assez cryptique. Mais, en substance, le Pakistan a aidé l'Iran à trouver enfin un moyen de contrer les assassinats de leurs plus hauts dirigeants générés par l'intelligence artificielle. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous tireront leurs propres conclusions rien qu'à partir de cette phrase. Et les répercussions sont immenses. Oui, c'est lié aux avancées technologiques chinoises. Oui, c'est aussi lié aux avancées technologiques pakistanaises. Des développements qu'ils possèdent depuis au moins 2 ans dans un centre technologique basé à Islamabad. Et cela a été transmis à la direction iranienne immédiatement après l'assassinat d'Ali Larijani, qui était alors le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. À ce moment-là, c'était lui l'autorité de fait la plus élevée du pays, à part le guide Mostafa Khamenei, qui se remettait encore des graves blessures qu'il avait subies le 28 février. Donc, ce qu'on peut constater, et c'est vérifiable dans tous les rapports, c'est qu'immédiatement après l'assassinat d'Ali Larijani, les assassinats ciblés contre la direction iranienne ont tout simplement disparu. Et c'est la preuve définitive que la technologie de guerre subversive qu'Islamabad a transférée à Téhéran est d'une efficacité redoutable. Et ça a évidemment créé un énorme problème supplémentaire, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis. Alors bien sûr, on peut deviner tous les noms, toutes les entreprises, toute l'intelligence artificielle impliquée, mais pour l'instant, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent avec cette information, qui est vraiment explosive. Cela dit, c'est une information confirmée, et elle explique à tout le monde pourquoi le président Pezeshkian a été accueilli avec autant de bienveillance, presque comme un frère, à Islamabad plus tôt cette semaine. Et aussi pourquoi la direction iranienne a choisi, pour son premier déplacement à l'étranger, d'aller à Islamabad et nulle part ailleurs, pas même en Chine. C'est donc un signal très très fort. Et tout ça est lié. C'est une question de confiance entre Islamabad et Téhéran. Un niveau de confiance qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 3 mois. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, j'ai beaucoup de respect pour le travail que Jeremy Scahill fait à The Intercept. Ils font vraiment du bon travail. Mais il y a quelques jours, ils ont publié un article disant que c'est en réalité le Qatar qui dirige tout, que c'est le Qatar qui mène la danse. Et ça, c'est tout simplement faux. C'est complètement absurde. Oui, le Qatar est en réalité, je dirais, plutôt bien disposé envers l'Iran. Il faut se rappeler que c'est l'Iran qui est venu à son secours en 2017, quand les Saoudiens et les Émiratis ont tenté d'isoler et d'attaquer le Qatar. Du coup, les Israéliens se sont retrouvés face au fait que l'Iran soutenait le Qatar. Le Qatar n'était donc pas aussi isolé qu'on le disait. Mais le Qatar joue un rôle, disons, en collaboration avec le Pakistan, ou peut-être comme partenaire junior dans cette affaire, parce que dimanche, quand Donald Trump insistait sur le fait que le Pakistan, que l'Iran ne toucherait pas un seul centime, même si ses avoirs gelés devaient être débloqués.
L'Iran devait acheter des produits américains et les États-Unis allaient contrôler chaque dollar. Les Saoudiens, puis les Qataris, ont tous les deux accepté, en gros, d'avancer les 12 milliards de dollars. C'est le Qatar qui l'a fait pour que les Iraniens n'aient pas à attendre que les États-Unis se décident à leur rendre ce qui est, en réalité, leur propre argent. Leur propre argent, oui, c'est leur argent. Ils ne demandent pas une aide, ils veulent juste récupérer ce qui leur appartient. Rendez-leur. Vous l'avez pris. Et donc voilà, le Qatar a joué un rôle important dans cette affaire. C'était intéressant l'autre jour aussi. On a tous vu la vidéo où le ministre des Affaires étrangères du Qatar, en visite, a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Sharif du Pakistan, puis aussi par le général Mounir, et complètement ignoré. Totalement ignoré. Mais plus tard, un ministre qatari un peu gêné a expliqué « Oh non, 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 ce n'était pas intentionnel. On a eu des discussions très cordiales. » Bref, ils ont essayé de maquiller un peu la situation. Mais en réalité, c'était clairement un message. Pas très subtil, je vous l'accorde, mais un message quand même. Et je pense qu'il a été bien compris. Les États-Unis savent désormais que l'époque où ils pouvaient menacer et intimider les pays du Golfe, c'est fini. Mr. Z? Monsieur Z, je ne saurais trop insister sur ce que vous venez de dire. Vraiment, vous avez fait un travail remarquable pour expliquer les choses et chacun peut combler les vides. Ces vides sont laissés volontairement, justement pour que chacun y mette sa propre interprétation. Je voudrais simplement ajouter un point, peut-être juste pour le contexte. Il faut bien comprendre qu'avant cette guerre, l'Iran et le Pakistan n'étaient pas vraiment amis. Il y avait beaucoup d'activités terroristes à la frontière, et le Pakistan avait adressé de nombreuses plaintes à l'Iran, qui, selon lui, n'avait pas pris les mesures appropriées. Nous avons tous vu ce qui s'est passé quand la guerre a éclaté. Le monde entier l'a vu. Des décapitations, ce que les Israéliens aiment faire tout le temps et dont ils se vantent. Ils considèrent que c'est leur plus grande compétence technique, tuer tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, Ali Larijani a été tué dans la maison de sa fille, alors qu'il rompait le jeûne. Son fils a été tué, son chef de cabinet aussi. Le Pakistan a alors proposé son aide à l'Iran pour gérer cette affaire. Parce qu'à Islamabad, le Pakistan a développé, avec le plus haut niveau d'assistance chinoise, un centre d'excellence technologique. Ils ont mis au point leur propre technologie et ils ont dit « Nous serions heureux d'aider. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider. » Et le monde a changé après ça. Depuis cet événement, pas un seul dirigeant iranien n'a été tué. Pas un seul. Et ceux qui savent faire les liens peuvent tirer leurs propres conclusions sur les raisons de tout cela et sur la raison pour laquelle l'Iran s'est ensuite rapproché du Pakistan de manière aussi étroite. Alors je te laisse le mot de la fin, Pepe. C'est toi le grand voyageur. Non, ce n'est pas la décision finale. D'accord, c'est très très important. Faites bien attention à ce qui va se passer à Riyad jeudi et vendredi avec la visite officielle pakistanaise auprès de MBS. Et regardez attentivement les décisions de MBS. Selon ce qui ressortira de cette visite, alors nous, ce bateau, en fait ce super bateau lancé à toute vitesse, symbole de la nouvelle architecture de sécurité en Asie de l'Ouest, naviguera sans encombre depuis Al-Nour. Je voudrais faire un commentaire supplémentaire, si vous me le permettez. Oui, parce que j'ai passé toute ma vie à travailler sur l'architecture de l'après-Bretton Woods. Toute ma vie s'est déroulée dans cet univers, et je le connais très bien. Le pétrodollar, je l'ai vu se mettre en place de mes propres yeux, sous l'impulsion de Bill Simon, alors secrétaire au Trésor, et de Kissinger, qui, contrairement à tout ce qu'il affirmait, a demandé à Faisal d'augmenter le prix du pétrole. D'augmenter le prix du pétrole, pas de le faire baisser.
Le règne du pétrodollar touche à sa fin. Disons-le haut et fort sur cette chaîne. Le règne du pétrodollar est en train de s'achever. Dans 5 ans, il ne vaudra plus que la moitié de ce qu'il vaut aujourd'hui. Et dans 10 ans, il aura disparu. Et alors, ceux qui ont un peu de sagesse pourront se demander comment les États-Unis vont financer leurs 40 000 milliards de dollars de dette. Oui. Alors, en fait, je vais lancer un petit défi à ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Prenez votre moteur d'intelligence artificielle préféré, que ce soit ChatGPT, Grok ou Claude, et posez-lui une question économique sur le Moyen-Orient et le pétrole, par exemple sur la situation avec l'OPEP. Vous verrez qu'il y a un biais intégré, une sorte d'hypothèse selon laquelle le pétrodollar est solide, qu'il est à l'abri de toute influence extérieure et qu'il représente une réalité incontestable. Ensuite, revenez en arrière et commencez à lui montrer les anomalies, les cas où ce n'est plus du tout vrai aujourd'hui. Et franchement, il n'y a rien de plus amusant que de pousser cette soi-disant intelligence artificielle à admettre qu'elle n'est pas si intelligente que ça. Tout dépend de l'homme intelligent qui a écrit le livre, qui n'est peut-être pas si intelligent que ça. Eh bien, c'est un changement vraiment majeur, profond, presque tectonique, qui est en train de se produire en ce moment. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on le répétera jamais assez. On est en train d'assister à un moment historique. Un peu comme, juste après la Seconde Guerre mondiale, lors de la conférence de Bretton Woods qui s'est tenue dans le New Hampshire, où se prenaient les décisions pour créer ce qui allait devenir une nouvelle infrastructure économique mondiale. Puis, en 1972, il y a eu un changement rapide, du standard or au pétrodollar. Et cette ère du pétrodollar, elle a duré 53 ans. Mais aujourd'hui, on est à l'aube de quelque chose de totalement nouveau. Cette guerre que les États-Unis ont déclenchée contre l'Iran, ironiquement, au moment même où l'Occident poussait la Russie à lancer son opération militaire spéciale en 2022, a mis en marche et accéléré la création d'une nouvelle architecture, de nouveaux systèmes destinés à faciliter le commerce mondial. En ce moment, la majeure partie du pétrole qui sort du Golfe Persique est du pétrole iranien, et il part principalement vers la Chine. Et l'Iran ne le paie pas en dollars. Il ne s'agit pas d'acheter des dollars pour acheter ou vendre ce pétrole. Les transactions se font en yuan chinois via le système chinois appelé CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier, et tout cela échappe complètement au contrôle des États-Unis. Et ça, Larry, c'est l'une des conséquences directes de la guerre. Cette guerre, entre autres, visait à protéger le pétrodollar, et elle a fini par accélérer l'avènement du pétro-yuan. C'est l'une de ces grandes ironies de l'histoire, juste sous nos yeux. Voilà la différence. Ça me fait penser à la fin de ce film. Je fais toujours des références de films. À la poursuite d'Octobre Rouge. Vous savez, quand le sous-marin soviétique poursuit celui de Sean Connery. Oui, et à un moment, ils disent « Bon, il faut régler les torpilles pour qu'il n'y ait aucun délai. On y va. » Ils tirent la torpille, et finalement, elle revient sur eux et les détruit. C'est exactement la métaphore de ce qui arrive à l'Occident. C'est la métaphore de ce qu'on est en train de voir maintenant. Absolument. Oui, et je voudrais faire un petit clin d'œil à notre émission, si vous permettez. Oui, nous avons créé tout ça avant tout pour vous offrir une information de très très haute qualité avec des sources irréprochables, présentées par des personnes en qui vous avez confiance depuis 30 ou 40 ans, à savoir Pepe Escobar, Larry Johnson et Vijay Prashad. Jeudi, il y aura aussi Fadi Lama, qui est libanais et qui fait ce travail depuis toujours.
Et peut-être qu'il y en aura un ou deux autres. Le but de ce podcast, de cette émission, c'est de vous donner des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde, ni sur la BBC, ni sur CNN, ni dans le New York Times, mais avec des sources solides et livrées sans phare. Alors, abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez pour qu'on puisse continuer à faire ce travail. Oui, ça va être une émission à ne pas manquer chaque semaine. Merci beaucoup, Zain. Oui, on a prévu d'avoir Larry lundi, tous les lundis à... Quelle heure déjà, Larry? Eh bien, toi et moi, on le fait à 2 heures, mais c'est enregistré et diffusé vers 16 heures, heure de la côte Est. Et comme on passe à l'international, tu pourras le regarder à un moment donné selon ton fuseau horaire. Oui. Oui, ça devient mondial avec 10 langues disponibles d'ici une semaine environ. Et Pepe Escobar est là tous les mardis, vers l'heure de Paris. 21 heures, heure d'Europe centrale. Et mercredi, nous serons tous les 3. Oui, et nous continuerons à le faire tant que nous aurons quelque chose de vraiment important, quelque chose que nous pensons que vous devez savoir. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve tous ensemble la semaine prochaine et demain vous pourrez voir Vijay Prashad qui a son propre point de vue parce que lui aussi, c'est un grand voyageur. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you very much. Bye-bye.